Bah oui, merci d'être venu. Merci beaucoup Claire d'être venue. Et donc oui, ce soir, Claire Viard vient vous présenter son parcours, son métier, ce qu'elle fait tous les jours. Et il faut savoir que Claire, j'ai choisi de lui proposer de venir ce soir parce qu'à la base, je ne la connaissais pas il y a un an. Elle travaillait à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris, et c'est là que je fais mon stage. Je faisais mon stage en Master 1, et lorsque j'ai cherché des personnes à présenter pour présenter ces séminaires, on m'a fortement conseillé et recommandé Claire. C'est à partir de là que j'ai commencé à m'enseigner sur ce qu'elle faisait, sur le travail de son équipe, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert du coup un sujet qui semblait extrêmement intéressant. C'est pour ça que je lui ai proposé non seulement de venir faire les séminaires, ce à quoi elle a dit oui et elle a accepté, c'est vraiment gentil de sa part, et la raison également pourquoi j'ai proposé de travailler avec elle dans son équipe en tant que stagiaire, ce à quoi elle a accepté, et c'était très gentil de sa part aussi. Voilà. Donc du coup, grâce à ces séminaires, j'ai pu aussi découvrir une équipe qui est géniale, et une personne qui, je l'avoue, et c'est pas parce que c'est ma chef que je dis ça, mais qui effectivement, de ce que je peux voir, est très humaine avec son équipe, et très à l'écoute, et surtout très passionnée par la biologie et par les poissons. Je pense qu'elle vous en parler. Mais donc voilà, donc je suis extrêmement content qu'elle vienne parler devant vous, et qu'elle a accepté de faire ça. Donc je vais laisser la parole, et puis bah merci encore Merci à vous. beaucoup. Merci. J'ai besoin d'utiliser ça? Ah voilà, on peut s'en débarrasser. Super. Donc on va profiter de l'intimité de la discussion pour essayer de le rendre vraiment interactif, parce que pour moi c'est plus marrant tant qu'à faire, si on est peu nombreux, essayer vraiment d'avoir une discussion où il faut que vous ayez tout compris et vous me posiez toutes les questions qui vous passent par la tête. Ok? D'accord. Donc je vais vous parler un petit peu de moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et je vais décrire en fait quel était un peu le parcours académique, mais surtout ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer de comprendre un peu le parcours plutôt intellectuel et personnel en fait, de comment est-ce qu'on en vient à faire ce qu'on fait dans la vie. Et c'est vrai que ça reste assez mystérieux, parce qu'on est souvent en train de faire des rencontres ou d'avoir même juste de la chance pour découvrir quelque chose. Et je vais illustrer un petit peu à travers des exemples la globalité, et après revenir sur peut-être des moments un peu critiques et comment est-ce qu'il faut en particulier savoir finalement trouver sa chance. Ok? Donc du coup, moi, ce qui m'intéresse depuis quelques années maintenant, c'est de comprendre le mouvement, en fait, et en fait, de comprendre comment est-ce que les circuits neuronaux qui contrôlent le mouvement et la posture sont organisés, comment est-ce qu'on peut réussir à modéliser en fait leur fonctionnement. Et ça a été vraiment disons l'idée, la thématique qui m'a plu il y a environ 10 ans à peu près, quand j'ai commencé à travailler dessus. Et puis vous allez voir qu'en fait, à partir d'un sujet, si jamais on se laisse aller finalement vers d'autres thématiques, en fait, on peut finalement aboutir vers des questions très différentes, mais qui sont liées au mouvement. Et on verra qu'en fait, les thématiques qu'on aborde aujourd'hui, elles nous amènent à essayer de réfléchir pas uniquement au contrôle de la posture et au mouvement, mais aussi par exemple à comment est-ce que le développement et en particulier la construction de la colonne vertébrale pendant l'adolescence va être conditionné en fait par les contrôles de posture et du mouvement. Donc on amène des questions différentes. Alors mon métier en fait, c'est que je suis maintenant, j'étais pendant longtemps chercheuse, et je suis devenue il n'y a pas très longtemps directrice de recherche à l'INSERM. J'ai une équipe qui était donc la première version de l'équipe, vous la voyez sur cette photo. Elle est restée à peu près de la même taille, c'est juste que la plupart des étudiants du début et postdoc ont bougé eux-mêmes vers les étapes suivantes de leur carrière. Et puis en fait, après sa construction, donc j'ai commencé en fait une équipe à Type Avenir en 2011. Et il y a maintenant 5 ans, donc à la fin de 2013, Pierre-Luc Bardet m'a rejoint, qui est maître de conférence à l'université Sorbonne Université. Et puis Hugues Pascal Mousselard, qui est chef du service d'orthopédie à la Pitié-Salpêtrière, qui est vraiment un des grands services, un des poumons de la Pitié-Salpêtrière, parce qu'il opère en particulier beaucoup d'accidentés de la route, des sportifs, etc. Et alors, donc, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, il ressemble à ça quand vous le voyez de nuit. Donc, c'est un institut tout transparent qui est au niveau du campus Pitié-Salpêtrière dans le 13e arrondissement, donc pas très loin d'ici. Si vous voulez, vous avez un pointeur. On l'a pas branché. Ah oui, non, je vais le prendre. Plus simple comme ça. Voilà, ouais, tout à fait. Passer l'essai. Alors, attendez, je voudrais. Il y a peut-être plus de... Non? Ah, vous avez plus de port. Ouais, je crois qu'il était incompatible avec... Mais c'est pas grave, ça me dérange pas du tout. Ça permet pas de passer l'essai. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais.
Et donc, du coup, en fait, donc, je suis née en 77. J'ai fait, en fait, un parcours un peu atypique parce que, en fait, j'étais vraiment en réaction avec le système pendant mon adolescence. Donc, j'ai fait une adolescence où je n'aimais pas du tout le côté un peu scolaire et rébarbatif. Et j'ai essayé de faire des choses en dehors du système scolaire. C'est là où je me faisais vraiment plaisir. Et du coup, en fait, j'ai eu cette mention peut mieux faire pendant vraiment toute ma scolarité du collège. Et c'était assez dramatique parce qu'en seconde, il m'est arrivé un truc un peu honteux à raconter. Mais en fait, le jour où mon père a eu le prix Nobel en physique, j'ai eu 2 en physique. Et ça, c'était en seconde. Et je me suis dit, oh, quand même, c'est quand même pas terrible. Et c'est vrai que du coup, ça m'a un petit peu réveillée, quoi. Je me suis fait la remarque que c'était peut-être quand même un petit peu lamentable de faire ça. Et j'étais peut-être en 3e, parce que j'étais en 91 et j'étais née en 77, donc j'avais 14 ans, 1 an d'avance. C'était vers cette époque-là. Et du coup, je me suis quand même reprise en me disant, OK, là, si je continue comme ça, je vais juste rien faire de ma vie parce que je ne me suis pas du tout impliquée dans les études à ce stade. Et donc, graduellement, j'ai commencé à me mettre à travailler. Et du coup, je me suis remise à travailler en fait au lycée. Mais je pense que je m'étais vraiment réveillée qu'en seconde. Et au lycée, en fait, j'ai commencé à travailler de plus en plus. Et pour être honnête, ça m'a pas, ça a commencé vraiment à m'intéresser. Je pense que les programmes ont changé pour vous, mais ça a commencé à m'intéresser quand la biologie a commencé à devenir beaucoup plus, à montrer un peu plus de causalité que de la description pure. Et on a commencé à avoir à être initié aux bases de la génétique et à rentrer dans une approche beaucoup plus, disons, à questionner les mécanismes que à juste absorber les connaissances sans y réfléchir. Et donc, j'étais très intéressée par l'art, en fait, et la biologie. Et le métier d'architecte me plaisait pas mal. Mais finalement, la biologie a gagné, en fait. Et à nouveau, pour montrer comment est-ce qu'il ne faut pas se laisser toujours convaincre par des résultats négatifs, j'avais une prof de biologie qui m'aimait vraiment pas du tout en terminale, en fait, et qui m'a dit « Vous ne serez jamais biologiste ». Et c'est vrai que ça m'a fait pas mal rire après. Parce que sur le coup, ça m'a un peu vexée qu'elle dise ça, même si jamais je m'entendais pas très bien avec elle, donc c'était pas. Mais je me suis dit dans ma tête, je vais lui montrer en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer Madame Gendy Beatle, qui est malheureusement décédée maintenant. C'était la proviseure du lycée Fénelon qui avait une prépa bio. Et elle était très très ouverte. Et donc si vous regardez sur, donc je pense que malheureusement elle n'a pas été trop la génération YouTube, mais si vous regardez par exemple sur juste Amazon et vous cherchez des bouquins de Madame Gendy Beatle, elle a fait sa théorie, c'était vraiment qu'il faut donner une chance au cancre et il faut essayer de profiter de ces personnes qui se sont développées justement pas trop de manière scolaire, mais qui ont cultivé d'autres choses pour leur donner les moyens ou leur donner une chance en tout cas de s'exprimer. Du coup, quand elle a vu mon dossier et que le peut mieux faire vraiment systématique depuis pratiquement l'école primaire, elle a trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant et elle m'a laissé une chance en fait pour entrer en prépa bio à Fénelon. Donc je suis entrée en prépa bio en 94 et là, en fait, ce qu'on nous a dit en prépa bio, c'était donc dans cette prépa, on est correct, mais on n'est pas fantastique. Et du coup, il y a entre 0 et 1 personne au grand maximum qui rentre à l'école normale Ulm par an. Donc voilà, statistiquement, vous pouvez essayer de... Mais voilà, statistiquement, il y a 0 ou 1 personne typiquement qui rentre à Ulm. Puis nous, on prend ça et en fait, je pense que ce qui s'est passé, qui a été vraiment intéressant, qui a pas mal conditionné après comment moi j'ai fonctionné et maintenant comment je fonctionne dans l'équipe, c'est que en fait, on s'est très très bien entendu et on a compris. On était une classe où juste on a compris que en s'entraidant, on allait beaucoup mieux réussir les concours que si jamais on était en train de se tirer dans les pattes et d'essayer d'être compétitif entre nous. Et donc, ça a créé une atmosphère très très solidaire en fait. On se donnait beaucoup de coup de main, on essayait beaucoup de s'aider. Il y a quelques exceptions à la règle parce qu'il y a des gens qu'on n'arrive jamais à convaincre de ça, mais de manière générale, on a été une super équipe très soudée. Et en fait, ça a conduit à ce que l'année du concours, du coup, on est 3 personnes en fait, donc moi et 2 amis à moi qui est le concours, ce qui était du jamais vu à Fénelon. Et je pense que une partie du succès, ça a été en fait de justement
être vraiment en train de s'aider pour essayer de faire le mieux possible, en fait, plutôt que d'être dans une logique de jouer ses cartes chacun de son côté. Donc c'est vrai que moi, je suis très... Enfin, ma philosophie, qui s'est confirmée après par la suite et tout, mais c'est vraiment de se dire que, en fait, on a chacun une intelligence propre, mais qu'il n'y a pas de gens plus intelligents que les autres, en fait. Je suis assez... Enfin, ça plaît pas à tout le monde, mais c'est vrai que c'est pas trop non plus école normale dans le spirit, mais c'est vraiment... je pense qu'on peut tous arriver, en fait, à faire très bien si jamais on écoute plutôt et on arrive à trouver ce qu'on a en soi, c'est-à-dire si on arrive à vraiment trouver ce qui nous motive à fond, quoi. Et maintenant, j'ai 3 enfants en plus d'avoir une équipe et je le vois vraiment ça, parce que j'ai des enfants qui étaient scolaires et puis d'autres pas. Et je comprends que le dernier n'était pas, par exemple, et là, je me suis dit, wow! Et en fait, j'ai compris que si on donne quelque chose et qu'on intéresse, en fait, en finalement nourrissant quelque chose qui est déjà intriguant pour la personne, en fait, on arrive vraiment à finalement dépasser et transformer, en fait, vraiment ce dont on est capable. Donc, c'est vraiment ce dont je crois principalement, c'est que en fait, il n'y a pas des gens brillants ou des gens avec du talent, il y a juste des gens qui ont réussi à trouver ce qu'ils adorent faire, quoi. Et c'est là-dessus où je pense que, enfin, moi, j'aime bien particulièrement discuter avec des jeunes parce que je me rends compte que le système français, il est particulièrement pas dans cet état d'esprit-là et on est très normatif et très, finalement, à essayer de faire avancer les gens sur l'inhibition et la punition, alors que un système finalement qui essaie de jouer plutôt de la récompense et qui va encourager, et à mes yeux, en tout cas, beaucoup mieux pour réussir à trouver son chemin. Donc c'est vrai que dans le système français, la difficulté, c'est que beaucoup de choses se passent très jeunes et qu'après, on n'est pas forcément on n'est pas forcément parti dans la voie qu'on avait envie de faire, quoi. Donc je pense que tout est possible et que du coup, même dans le système français, en fait, on peut réussir à s'orienter ou à se réorienter dans les directions qui nous intéressent. Donc moi, je suis arrivée à l'école normale. Ça va être bizarre de le dire dans cet environnement, mais pour le coup, en fait, j'étais pas du tout en adéquation avec l'école normale. C'est-à-dire que c'était très élitiste et pas, enfin, vraiment axé sur vous êtes la crème de la nation. Et moi, je me sentais pas du tout comme ça. Et en plus, j'avais pas l'impression que ça soit vrai. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup interagi avec les étudiants qui venaient en fait de l'université, parce qu'on était dans un programme mixte avec 50% d'étudiants de l'université et 50% de normaliens qui avaient été sélectionnés sur concours. Donc là, mes amis, en fait, pas tous, hein, mais c'est vrai que la plupart, c'est des gens qui venaient de l'université. Et c'est vrai que cette mixité, au moins, elle permettait d'amener une diversité, je trouve, dans la classe. Et puis, je suis partie, en fait, à Strasbourg faire mon master et ma thèse. Là, j'ai décidé de faire un choix un petit peu audacieux. Je suis partie faire une thèse, en fait, alors que j'avais fait des études de biologie, mais en prenant des cours de physique à l'école normale. Je suis partie faire une thèse, en fait, dans un labo de physique qui faisait de la biophysique, quand même, mais qui était quand même très loin de ma formation initiale. Et puis, à la fin de ma thèse, en fait, j'ai eu un autre moment de questionnement assez important parce que j'avais énormément travaillé. Et j'avais pas eu vraiment le sentiment justement de travailler en équipe autant que ce que j'avais connu en prépa. Et puis j'avais eu le sentiment de vraiment travailler toute seule et de ne pas avoir beaucoup d'interactions avec les gens autour. On n'avait pas de réunion de groupe, on avait très peu de discussions, donc on était vraiment livrés à nous-mêmes. Et du coup, j'ai trouvé que la science, comme à mon avis n'importe quoi en fait, pour moi, était vraiment assez aride et pas très drôle en fait quand on était tout seul. Du coup, j'ai décidé de monter un projet où j'ai monté un projet DefiJeune qui en fait consiste à écrire un petit dossier qui est pas très lourd où on propose de faire une action ou un défi, un challenge qu'on se donne à soi-même pour démarrer une nouvelle activité ou quoi. Et moi, dans mon cas, c'était d'aller faire de l'humanitaire en enseignant dans les écoles tibétaines au Népal et en Inde avec un projet qu'on a appelé Therma. Et donc, j'avais réuni des amis à moi qui venaient de différentes origines, mais qui étaient tous scientifiques et qui, en général, avaient une deuxième passion. Donc, par exemple, la musique, le dessin, le cinéma ou quoi. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti à deux, en fait, avec mon copain qui est devenu mon mari, pour faire 1 an d'humanitaire. Et puis, mes amis nous ont rejoints, en fait. Donc, on était, nous, au Népal. C'était un pays très pro avec plein de problèmes à l'époque. Et après, en fait, on a passé l'été au Ladakh, en Inde. Et c'est là où tout le monde est venu, parce que le Ladakh, c'est en altitude, c'est magnifique, ça s'appelait l'école dans le ciel. Et on a profité pour faire, dans l'endroit où c'était vraiment
plus sympa, on a fait un film en fait qu'on a appelé Therma qui décrit en fait notre action dans les écoles. Donc ça a été une super expérience parce que ça permettait de contraster avec le côté un peu aride et solitaire de la recherche pendant la thèse. Et puis ce qui était vraiment super pour moi, et je me suis rendu compte que ça avait une immense valeur, c'est que ce travail en fait humanitaire, il m'a permis de voir l'arrière du décor du monde humanitaire, qui était un peu un idéal que j'avais j'avais en moi, j'avais vraiment envie de savoir comment était l'humanitaire. Et puis de se rendre compte que comme dans tous les milieux, il y avait en fait pas mal de problèmes, en particulier de la corruption dans les milieux de ces associations qui finançaient sur place des moines pour s'occuper des écoles tibétaines. Il y avait pas mal de corruption. Et ça m'a fait comprendre en fait très très vite, en moins de, je pense, 2 mois, que ça allait être vraiment un bel épisode de ma vie, donc je suis super contente d'y repenser. C'était vraiment un très beau moment. Et on a eu des échanges fantastiques avec les élèves, les élèves qui étaient du collège. Mais par contre, c'est vrai que c'était clairement pas ce que j'allais faire pour ma vie, parce qu'il n'y avait pas vraiment une portée. On voyait que ce qu'on faisait, malheureusement, n'allait pas persister. Les enseignants n'étaient pas motivés pour l'apprendre. Et puis, toute cette corruption, je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, il n'y avait pas d'idéal, de mon point de vue, dans ce monde-là, et que, en fait, ce qui me manquait, c'était de faire de la science. Donc, j'ai décidé, en fait, de revenir et de me dire, maintenant, je sais ce que je veux pas faire, à la fois au niveau du monde humanitaire ou bien de faire de la science toute seule. Je vais chercher à faire de la science, mais d'une manière plus collective, avec un fonctionnement en équipe qui soit plus sympathique, quoi. Et donc, je suis partie à Berkeley, aux États-Unis, en Californie, faire mon postdoc, où je suis restée de 2005 à 2010, donc 6 ans, en fait, entières. Et puis, j'ai commencé mon équipe en 2011 pour démarrer une équipe à type Avenir. Donc, je vais vous introduire les concepts généraux, mais c'est peut-être pas mal si jamais vous me posez des questions, en particulier si vous avez quelques questions que ce soit qui vous turlupinent, n'hésitez pas, quoi. D'accord ? Par exemple. Du coup, vous êtes passé de postdoc à directement directrice d'équipe. Du coup, vous avez... Ouais, alors j'étais en fait... Ça, c'est une étape assez importante. On va arrêter le film le temps que juste... Voilà. En fait, c'est vrai que c'est une étape assez importante parce que du coup, en fait, ici, quand on est postdoc, on a appris à travailler en thèse. On devient postdoctorant quand on se met à travailler toujours dans une équipe, mais en étant déjà plus confirmé, en décidant plus de son sujet aussi. Et ce qui m'est arrivé, c'est qu'après, en fait, j'avais plusieurs options. Et comme j'avais vu un peu les limites parfois du travail en France, où on a des équipes de recherche qui sont assez pyramidales, j'avais pas envie de rentrer dans une équipe comme ça. Et en plus, vous allez voir ce que je faisais, c'était très, très nouveau. Et du coup, ça avait comme conséquence que, en fait, on ne pouvait pas facilement rentrer dans l'équipe de quelqu'un d'autre. Parce que je démarrais un sujet dont j'avais eu l'idée en postdoc qui était entièrement nouveau. Et du coup, ça aurait été très difficile de me raccrocher à une équipe existante parce que personne ne faisait, n'allait disséquer les circuits neuronaux chez l'arbre de poisson zèbre à ce stade-là. Les gens avaient une approche qui était plus développementale, à s'intéresser aux cellules souches, ou bien à essayer de comprendre peut-être plus des phénomènes de biologie cellulaire, en fait, qui ont lieu dans les stades précoces du développement. Mais il y avait très peu d'approches vraiment circuits pour essayer de comprendre comment les circuits sous-tendent le comportement. Et du coup, pour moi, c'était pas vraiment une option de rentrer dans l'équipe de quelqu'un d'autre et de postuler pour avoir un poste dans une autre équipe. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché dans le monde entier comment démarrer mon équipe. J'ai eu des offres en fait en Europe, au Japon, j'avais vraiment envie d'aller, et puis aux États-Unis. Et en France, en fait, c'était l'année vraiment où l'Institut du cerveau et la moelle épinière démarrait. Ils m'ont fait passer une audition avec un jury international. Et en fait, j'ai eu la sélection. Et là, je me suis dit, je rentrerai en France si jamais j'ai une sorte de reconnaissance du système public où je voulais avoir un financement d'équipe pour être sûre que je n'ai pas juste une affiliation avec le système privé qui était la fondation ICM à ce moment-là. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai postulé pour les bourses à type Avenir, qui sont des bourses qui sont données à des biologistes pour démarrer une équipe de recherche sur 5 ans. Et je l'ai eu, donc la bourse en 2010, où d'ailleurs ils ont été super ouverts parce que j'étais
enceinte comme ça, je ne pouvais plus du tout me déplacer et ils m'ont laissé faire l'entretien en Skype. Et donc, ayant la type à venir en 2010, après avoir eu la sélection internationale, là, j'ai accepté de démarrer à l'ICM et j'ai commencé au 1er janvier 2011 en fait. Mais c'est un conseil que je donne pas mal aux gens qui sont à l'étranger en postdoc, c'est que en fait, si on rentre sur un statut d'équipe, l'avantage, c'est qu'on est forcément son propre chef, ce qui est quand même pas mal. Et puis aussi, en fait, 99,9% des gens qui ont eu un statut d'équipe vont avoir un poste permanent, en fait. Donc, c'est une façon d'assurer qu'il n'y aura pas de stress, d'avoir un statut un peu strapontin. On a un contrat CDD et on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Et c'est vrai que ça s'y portait vraiment parce que la thématique était nouvelle et qu'il n'y avait pas d'endroit où postuler vraiment, en fait. Mais ça dépend un petit peu après des carrières et de ce qu'on a envie de faire. Parce que, en fait, en sciences, il y a des gens qui aiment beaucoup prendre des responsabilités et finalement créer une dynamique d'équipe. Et puis, il y a des gens qui, en France, c'est encore possible, peuvent finalement avoir une carrière de recherche sans avoir à porter les responsabilités d'une équipe. C'est vrai que c'est un système qui autorise encore aujourd'hui d'avoir une certaine diversité de profils. Et on n'a pas que des chefs d'équipe comme c'est le cas aux États-Unis où il n'y a pas de position finalement stable pour des gens qui n'assument pas d'être chef d'une équipe tout de suite en fait. Donc à cet égard-là, en fait, la France c'est quand même un système un pays qui permet vraiment d'avoir en fait différentes options en fonction de la façon dont on se voit évoluer dans la carrière. Où on peut être soit chef d'équipe, ou par exemple moi je suis rentrée ça s'appelait chercheur, donc chargé de recherche de type de classe 1, c'est-à-dire qu'on a déjà une certaine expérience. Et puis il y en avait d'autres des amis à moi qui rentrent plutôt en classe 2, donc maintenant on a tout mis sous la même classe, mais au fond le système reste le même. On peut rentrer après un postdoc plutôt court, moi j'avais fait 6 ans, et on peut rentrer avec un postdoc plutôt court, on va dans ce cas-là être plutôt chercheur dans l'équipe qui est dirigée par quelqu'un d'autre en fait. Donc c'est une transition vers l'indépendance un peu différente, quoi. Donc du coup, maintenant, je vais vous parler de ce qui m'intéresse. Donc moi, je suis assez fascinée par le contrôle du mouvement et de la posture. Et en particulier, c'est vrai que moi, j'ai vraiment grandi avec la génération de personnes qui a commencé à aller, disons, sonder les réseaux neuronaux avec des méthodes optiques. Donc au début, c'était avec des microscopes, par exemple, comme à biphoton, qui permettent d'aller regarder dans le crâne de la souris. Mais maintenant, il y a plein de techniques dont on va parler qui permettent de sonder les circuits neuronaux avec des méthodes optiques. Et c'est vrai que pour moi, ce qui a été toujours intriguant, c'est de comprendre comment est-ce que les neurones, finalement, échangent entre eux pour sous-tendre le comportement. Et finalement, quand j'ai commencé, j'étais fascinée par des questions très complexes, comme par exemple la conscience, ou bien comment est-ce qu'on perçoit une information, comment est-ce qu'on va prendre une décision. Et en évoluant, pendant ma carrière, je me suis rendu compte que déjà une question toute simple, qui est juste en fait comment est-ce qu'on contrôle un mouvement, comment est-ce qu'on va initier la course, comment est-ce qu'on va démarrer juste une action motrice, qui est tout simple, qui est finalement l'acte qui est associé avec pratiquement toutes les décisions qu'on prend, parce que même quand on compte le temps ou quand on est en train de réfléchir, on utilise souvent en fait une sortie motrice en fait pour nous guider ou compter. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que rien que ça, c'était pas encore compris. Alors que finalement, la moelle épinière, qui est donc dans notre colonne vertébrale, qui est le siège du contrôle du mouvement, et a été finalement étudiée en premier dans l'histoire des neurosciences. Mais malgré tout, on comprend pas du tout comment ça marche. Et un des biais, qui est vrai pour toutes les disciplines finalement de recherche, c'est que l'homme et la femme ont un biais qui est conscient en fait. C'est-à-dire qu'on voit et on est très impressionné par son système visuel. Du coup, on a un biais qui est souvent d'aller étudier ce qui nous parle consciemment. Et du coup, quand j'ai commencé mon postdoc en neurosciences, je me suis rendu compte que en fait, il y a plein de questions de neurosciences, par exemple liées à l'olfaction, donc au sens de l'odorat, ou bien liées à la mécanoception et la proprioception, comment est-ce qu'on intègre des informations mécaniques pour pouvoir se mouvoir et ajuster son mouvement en fonction de ce qu'on rencontre, qui étaient finalement des questions qui demandaient un peu de réfléchir à un processus d'intégration qui n'est pas vraiment conscient, qui se fait sans qu'on en ait conscience, et que ces aspects-là, tout ce qui est inconscient, en fait, a été souvent un peu dénigré et n'a pas été étudié. Donc on a un biais énorme sur ce qu'on perçoit consciemment, et on étudie très peu ce qu'on ne perçoit pas consciemment. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressée de comprendre du coup
quelles sont les boucles un peu sensorielles et motrices qui permettent de sous-tendre le mouvement et de faire en sorte que notre mouvement soit ajusté et adéquat par rapport à notre environnement. Et alors, quand on fait un tout petit peu d'histoire, ce qui est marrant, c'est que juste au niveau de l'histoire des sciences, il y a une personne qui a énormément compté pour le domaine du mouvement, qui est Étienne Jules Marais, que vous voyez ici, qui était en fait un professeur au Collège de France, qui était professeur au Collège de France à la fin du 19e. Et il était physiologiste et vraiment obsédé par le mouvement. Il voulait comprendre comment se faisait le mouvement. Et il a compris, comme on le voyait sur la vidéo que je vous montrais avant, qu'en fait, le mouvement est un peu insaisissable parce que finalement, quand quelqu'un bouge, c'est particulièrement clair quand vous regardez les Jeux Olympiques ou saut à la perche, c'est très difficile de capturer le mouvement. Ce qui se passe, c'est qu'on intègre en fait le mouvement, donc la variation de la position dans l'espace au cours du temps. Et cette intégration, elle est compliquée à percevoir parce qu'elle demande de finalement voir les choses dans le temps et dans l'espace. Donc Étienne Jules Marais, juste fasciné par cette question-là et en se disant on a besoin d'être plus quantitatif sur le mouvement, il a développé cette approche avec donc, ce qu'il appelait un fusil à images que vous voyez ici, où il a pris des photos qui sont surimposées pour réussir justement, là on le voit pour le saut à la perche, à décomposer les phases du mouvement. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que donc il prend des photos en fait où, pour augmenter le contraste, il met un homme donc, nu blanc sur le fond noir et on voit la perche et l'homme qui s'approchent pour sauter avec 12 images par seconde. On arrive à décomposer comme ça les différentes positions de ses membres qui vont permettre à ce qu'il fasse le mouvement. Et donc il a développé cette approche avec des corps sur fond noir sur plein de mouvements différents. Donc là on voit un homme qui saute, un autre type de saut ici, un homme qui se met à courir. Et après, ce qu'il faisait, en fait, c'est qu'il quantifiait le mouvement en traçant la position des membres, comme on le voit ici, sur les membres antérieurs et puis postérieurs, et puis la position de la tête. Et il pouvait quantifier comme ça les différentes composantes du mouvement. Et c'est vraiment lui qui a installé en fait cette quantification du mouvement et il a développé ce qu'il a appelé la chronophotographie où on prend en fait des photos au cours du temps et ainsi permis de vraiment décrire pour la première fois les mouvements en particulier qui sont présentés chez l'homme. Et du coup, c'est une question de mais la vidéo ça n'existait pas à ce moment-là, c'est ça? Non, ouais. Il n'avait pas. Donc en fait, lui, il a fait la chronophotographie et en fait, après, une fois qu'il a inventé la chronophotographie, c'était dans son objectif très clair de quantifier le mouvement. Mais par contre, il a donné l'approche aux frères Lumière qui, eux, ont après inventé le cinéma, en fait. Mais l'invention du cinéma, en fait, elle a été inspirée et très clairement initiée, en fait, par Étienne Jules Marais, qui, lui, était physiologiste et qui voulait juste étudier le mouvement, quoi. Et pour lui, ça semblait plus intéressant d'avoir une trace papier où il pouvait quantifier les variations de position que d'avoir effectivement un film, alors que finalement, ça va être une grande découverte pour l'humanité après de développer le cinéma. Alors, donc après, maintenant, aujourd'hui, avec plein de techniques différentes, on peut réussir à aller tracer le mouvement et effectivement à reconstruire ensuite les positions du mouvement de manière beaucoup plus automatisée et quantitative et regarder en particulier les transitions du mouvement et comment est-ce que un animal comme ce chien par exemple va passer dans différents types d'allures en fonction de si jamais il est en train de marcher, trotter ou si jamais il se met à galoper. Et ces différents types d'allures, en fait, on les retrouve chez plein d'animaux différents, en particulier des mammifères quadrupèdes comme ça. Et c'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est de comprendre comment est-ce que les circuits qui sont présents dans la moelle épinière vont assurer cette capacité à justement initier et soutenir le mouvement en fonction des besoins de l'animal, donc du fait qu'il a décidé de rattraper un autre chien ou bien de ralentir et de trouver quelque chose à manger ou quoi que ce soit. Alors du coup, où sont les circuits qui contrôlent le mouvement? Donc les circuits qui contrôlent le mouvement, ils sont présents dans la moelle épinière qui est donc à l'intérieur de la colonne vertébrale ici. Et ils intègrent les informations qui viennent du cerveau, en particulier du tronc cérébral ici, où il y a des neurones qui sont de commande, qui vont initier la locomotion en lançant en fait un signal
qui va du tronc cérébral et du mésencéphale, et tronc cérébral ici, vers la moelle épinière. Ce qui est assez fascinant, c'est que chez les vertébrés, ces structures, vraiment, elles sont conservées donc, à travers tous les animaux. Et à l'ICM, par exemple, j'ai des collaborateurs qui travaillent sur le contrôle du mouvement chez l'homme en étudiant des patients parkinsoniens à qui on met des sondes pour stimuler les neurones qui dégénèrent dans la maladie. Et ils étudient le mouvement chez l'homme, ils comparent leurs résultats à des modèles de Parkinson chez des macaques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que finalement, c'est les mêmes structures qui assurent vraiment la base de la locomotion, qui sont en fait des structures, comme je vous le disais, qui sont dans le mésencéphale, le tronc cérébral, et puis la moelle épinière, qui est vraiment le siège de ces oscillateurs, qui sont des centres générateurs de rythme, qui vont permettre de développer ce rythme, parce que tout mouvement, en fait, comme vous le voyez, vous l'avez vu chez le chien, mais c'est vrai pour nous, chez l'homme, pour toutes les espèces qui volent, nagent, etc., rampent, tout mouvement va être sous-tendu par en fait une oscillation de circuits neuronaux qui doivent sous-tendre une activité oscillante. Et ce qui m'a, moi, beaucoup intéressée, et c'est là où je pense qu'il y a une petite, juste un petit commentaire à faire, c'est que, en fait, la raison pour laquelle je suis allée vers le mouvement, parce que j'étudiais pas du tout ça en thèse et j'avais fait un premier postdoc sur l'olfaction, c'est que quand j'ai organisé une conférence de biophysique à Cargèse en 2007. Et il y a un étudiant qui est venu à cette conférence, qui était tout à fait normal l'année précédente. Et il se trouve qu'il avait eu une lésion de la moelle épinière, donc il avait eu une lésion qui le touchait à peu près à ce niveau-là, au niveau thoracique, dans un accident de voiture. Il avait 25 ans. Et en fait, du jour au lendemain, il n'a plus pu se mouvoir. Il était en chaise roulante. Et donc, étant l'organisatrice et la plus jeune à organiser avec les autres la conférence, en fait, je me suis beaucoup occupée de lui. Et à Cargèse, c'était pas du tout pratique pour un handicapé d'aller d'un site à l'autre parce qu'il n'y avait pas du tout de rampe. Donc, il fallait beaucoup l'aider, le porter. C'était très lourd. Mais ça m'a permis de vraiment comprendre qu'il y avait un problème. C'est-à-dire que c'est la moelle épinière qu'on a étudiée en fait vraiment au tout début des neurosciences avec Charles Sherrington et Eccles qui ont démontré qu'il y avait la synapse était une connexion entre neurones. La synapse chimique se trouvait, ils l'ont étudiée ici au niveau de la moelle épinière sur les motoneurones. Et bizarrement, malgré tout, eh bien, on n'est pas du tout capable, ou on commence uniquement aujourd'hui à être capable de finalement permettre à des patients qui ont eu une lésion de la moelle épinière de retrouver des fonctions qui demandent le contrôle de la moelle épinière. Et le problème, c'est que le cerveau ici, quand il y a une lésion de la moelle épinière assez importante, ne va pas être capable de discuter avec les réseaux, en particulier les moteurs qui sont au niveau lombaire, là, qui contrôlent vos jambes. Et du coup, ce qui se passe, c'est que même si ces réseaux-là sont complètement ou pratiquement intacts, le fait qu'il n'y ait pas de communication entre le cerveau et la moelle épinière, ça conduit à ce qu'on ne puisse plus les déclencher et du coup à ce qu'il y ait en fait une paralysie. En fonction des zones de la moelle épinière qui sont touchées dans un accident. Donc, c'est souvent des accidents qui arrivent à des gens jeunes. Il y a par exemple un de nos financeurs qui est vraiment impressionnant, qui doit avoir 45 ans, qui a eu à 17 ans une lésion au niveau de la cervicale C3. Et son meilleur ami qui était avec lui, il avait plongé dans un lac peu profond, son meilleur ami qui était avec lui a eu l'idée de ne pas le bouger. Donc, il l'a sorti de l'eau, il a posé sa tête sur ses chaussures et il a attendu les secours. Et en fait, en faisant ça, il l'a vraiment sauvé parce que s'il l'avait bougé, il aurait sûrement plus endommagé la moelle épinière en C3, C4. Et quand on a réussi à l'opérer, ils ont mis en fait une sorte d'attelle qui lui tenait les cervicales. Et comme il était jeune et qu'il n'avait pas été secoué, il a réussi en fait à retrouver des fonctions locomotrices alors qu'au début, il était complètement paralysé. Et ce qui est assez impressionnant maintenant, c'est que cette personne, en fait, elle est, à part une toute petite rigidité au niveau du cou, il a l'air tout à fait normal, il est même en une super forme physique. Et du coup, il s'est senti sauvé par ce qui lui était arrivé, son meilleur ami, et puis c'est le fait qu'il était opéré par Gérard Saillant à la Pitié-Salpêtrière, et du coup, il a démarré une association, il est anglais, il a démarré une association qui s'appelle Fer Blanc, et qui décrit en fait l'attelle qu'on lui a mis au niveau C3, C4. Et donc tous les ans, il fait des courses sportives, en particulier de vélo, et tout l'argent qu'il arrive à soulever par ces courses sportives, il les reverse en fait à l'ICM pour travailler sur la moelle épinière.
Donc on l'a rencontré et c'était une super belle histoire. Et c'est vrai que ça confortait juste la décision en fait que même si jamais il y a beaucoup d'études qui ont été faites au début des neurosciences, en fait on n'a pas vraiment été jusqu'au bout sur la caractérisation des circuits parce qu'on ne comprend pas très bien finalement comment est-ce qu'il faut réactiver les circuits quand il y a eu une lésion. Ce qu'on sait, c'est que les circuits de la moelle épinière sont impliqués dans plein de fonctions, dans le contrôle de la posture qui implique plein de muscles, en particulier au niveau du tronc, mais en fait à travers tout votre corps, le contrôle de la marche, le plaisir aussi, et puis la douleur, et des fonctions végétatives, par exemple le fait d'uriner, éjaculation, tout ça. Et du coup, ce qui est terrible pour des patients qui ont une lésion, par exemple au niveau cervical, c'est que on perd en fait une partie, voire toutes ces fonctions-là, et du coup, ça arrive souvent à des gens jeunes, et du coup, il faut vivre avec ça. Et donc, mon approche très fondamentale, elle essaye de comprendre comment sont organisés les circuits et comment est-ce qu'on peut aussi utiliser, par exemple, le rétrocontrôle sensoriel qui vient des neurones sensoriels qui sont périphériques au niveau des membres, par exemple, pour pouvoir réactiver les circuits et utiliser ces voies qui sont complètement intactes, parce que la lésion, par exemple, si elle est au niveau C3, C4 ici, ne va pas du tout toucher la moelle épinière dans la colonne, ni les retours sensoriels. Du coup, on a des moyens pour finalement réactiver les circuits si on comprend comment est-ce qu'ils sont organisés. Donc après, au niveau technologique, donc, je vais peut-être vous demander à ce stade-là si jamais il y en a qui font de la biologie ou si vous êtes tous... Ouais. Donc vous êtes dans quelle discipline de biologie? Biomécanique? Ouais. D'accord. D'accord. D'accord, ok. Et... Ok. Donc vous êtes quand même associé à la biologie. Et toi? Toi, tu es informatique. Et toi, Alice? Moi, je suis en écologie. D'accord, ok. Ouais, donc du coup, je vais faire général. Et je pense qu'en fait, pour tout le monde, ça va être bien. Mais du coup, donc, je pense que vous en avez un peu entendu parler, mais au cas où Donc en fait, une des grosses révolutions de la biologie moderne, ça a été qui a permis vraiment cet essor des méthodes optiques pour aller sonder les fonctionnements, les mécanismes des circuits neuronaux en particulier, ça a été la découverte de la protéine verte qu'on appelle GFP pour Green Fluorescent Protein. Et cette protéine-là, en fait, elle est très facile à exprimer, elle est très fluorescente, donc on utilise un laser bleu et on a de la fluorescence verte, et donc du coup on peut créer des animaux génétiquement modifiés qui vont exprimer la GFP dans différents types de cellules. Donc ça, c'est un petit peu juste la base, mais cette base, elle a permis de faire plein d'avancées parce que du coup, on réussit à avoir par exemple dans la moelle épinière des neurones, comme par exemple ici un motoneurone, qui exprime la protéine GFP et du coup qui va avoir, vous voyez, toutes ces arborisations, ce qu'on appelle les dendrites, qui sont les antennes du motoneurone, son corps cellulaire et puis son axone qui sont marqués par la protéine verte. Et du coup, de réussir à cibler comme ça les cellules, ça nous permet en fait, en utilisant la génétique, on a un promoteur qui exprime la GFP ici, et puis cette protéine verte, ça nous permet en fait de faire des études où du coup on vient étudier, avec par exemple des méthodes comme l'électrophysiologie, des cellules particulières qu'on peut identifier et on peut revenir d'un animal à l'autre sur les mêmes circuits. Donc après, on peut combiner différents types de protéines fluorescentes pour les regarder par exemple différents types d'interneurones qui vont être des neurones donc, qui sont ni sensoriels, qui ne sont pas en train de détecter des informations sensorielles, ni moteurs. Ils vont être entre les neurones sensoriels et moteurs. Et donc, en les marquant avec différentes protéines fluorescentes, on peut réussir à comprendre comment est-ce qu'ils sont organisés et en particulier comment ils peuvent se former des contacts ensemble. Donc, après, si on essaye de regarder le problème de la locomotion, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que la locomotion, elle est finalement... c'est un point commun, elle est essentielle à tous les organismes animaux vivants et on la retrouve même dans des organismes unicellulaires où en fait grâce à leurs flagelles, les organismes unicellulaires vont être capables de pouvoir faire des mouvements qui sont plus ou moins complexes et de réussir à aller par exemple s'orienter en fonction de la lumière du soleil grâce à l'expression de canaux et récepteurs qui sont photosensibles.
et de faire des mouvements, vous voyez, de ce type-là, où plutôt que d'avoir juste un flagelle, on va utiliser des cils multiples pour réussir à, par exemple, nager en spirale. Donc la locomotion, en fait, elle est complexe dès les stades même de l'être unicellulaire, où en fait, on voit ici que pour décrire la locomotion d'un animal même juste unicellulaire, c'est déjà compliqué, avec quelques organelles pour assurer le mouvement sans avoir de membres. Donc c'est évident qu'il y a des grosses différences effectivement dans l'être unicellulaire et puis nous les mammifères, mais ce qui est assez intéressant, c'est que au niveau de l'évolution, en fait, comme il y a eu un déplacement des premiers individus qui étaient vertébrés, qui étaient présents dans l'eau, pour sortir de l'eau et aller, avec en particulier les amphibiens, développer des types de locomotion qui sont sur la Terre, il y a eu un grand changement d'environnement, où les premiers vertébrés étaient du coup confrontés à une nage, où ils devaient se mouvoir dans l'eau. Et puis, comme vous le savez, les amphibiens, ils commencent leur développement au niveau dans l'eau, en fait, quand ils sont à l'état de tétard, et puis ils font une métamorphose où ils vont obtenir des membres, perdre leur queue et partir donc pour une locomotion différente où ils utilisent leurs pattes et ils sautent dans l'air. Chez les animaux qui sont représentés ici, on voit qu'il y a une locomotion qui reste très très variée parce que on va avoir des animaux qui vont pouvoir utiliser leurs bras pour se mouvoir, en particulier en attrapant des lianes, ou bien des lapins qui sautent avec une synchronie des pattes avant et des pattes arrière ensemble, ou bien des animaux comme les crocodiles qui vont aller ramper sur l'environnement en contrôlant de manière synchrone leur queue et le mouvement des 4 membres de manière alternative. Et puis évidemment les oiseaux qui, eux, ont un type de locomotion qui est encore très différent de ce qu'on a vu chez les autres. Ce qui est assez fascinant, c'est que finalement, comme on vient ultimement d'un ancêtre commun qui nageait, en fait, il y a une question qui est intéressante qui est de comprendre finalement comment étaient organisés les réseaux les plus simples qu'on peut trouver du coup chez les animaux type poissons qui nagent. Et comment est-ce qu'ils ont dû évoluer pour appréhender la locomotion sur la Terre et dans l'air? Je vais poser une question vraiment bête, mais unicellulaire, ça veut dire une seule cellule. Voilà. Donc du coup, ils ne sont pas représentés ici parce que nous, on est déjà chez les vertébrés. Alors, ça, c'était pour la question, mais dans la vidéo que vous avez montrée juste avant, ouais. Il y a vraiment un mouvement, c'est-à-dire c'est la cellule qui décide de bouger, c'est ça? Ouais, la cellule, effectivement, elle décide de bouger. Je pensais que c'était un rapport avec les neurones ou... Alors ouais, donc en fait... Je comprends pas trop. On va revenir à ça à la fin, parce que ce qu'on regarde maintenant aujourd'hui, c'est beaucoup de cils, en fait. Mais la locomotion, chez des organismes multicellulaires comme nous, effectivement, elle implique des membres et ça va être le mouvement de la queue chez les poissons. Pour des mammifères comme nous, ça va être effectivement les 4 membres. Mais en fait, ce qu'on voit avec ces vidéos, c'est que sur des petits organismes tout simples, on a une seule cellule. On a en fait ils ne sont pas hyper visibles, mais vous voyez qu'il y a des cils et des flagelles qui sont présents et qui bougent. Et ils sont capables de coordonner un mouvement en ayant juste une cellule et un petit flagelle. Le minimum, c'est une cellule, un flagelle. Mais du coup, ça va être par exemple le mouvement du sperme, en fait. Parce que, par exemple, les cellules du sperme, qui ultimement est la cellule qui est motile, qui va aller féconder l'ovocyte, eh ben, elle est effectivement dotée d'un flagelle et elle peut réussir à se mouvoir en étant juste unicellulaire. Donc c'est vrai que, et pour le coup, c'est un mouvement qui est hyper complexe, où au type de la navigation, on a besoin pour toutes les espèces, y compris la nôtre, de trouver finalement où est l'ovocyte en utilisant de la chémoception. Et du coup, un organisme unicellulaire est déjà capable en fait de faire une intégration vachement complexe d'informations chémosensorielles et mécanosensorielles pour trouver son chemin et réussir à survivre. Donc là, pour ces organismes-là, là on le voit avec plein de petits cils, c'est encore un type de locomotion différente, mais sur tous ces organismes-là, ce qui est assez fascinant, c'est qu'il faut trouver de la nourriture, il faut trouver des conditions adéquates d'oxygénation, de lumière, et du coup, une cellule unique, elle est capable d'intégrer plein d'informations déjà sensorielles et d'ajuster la locomotion en fonction de ce qu'on sent au niveau de la lumière ou bien au niveau de la
présence de molécules odorantes qui vont refléter la nourriture. Donc la locomotion, en fait, elle est complexe dès le début, dès un animal unicellulaire. Après, ce qui est marrant, c'est de regarder voilà, comment différentes espèces ont évolué, même chez des poissons. Donc celui-là, c'est un poisson qui effectivement est capable d'utiliser sa queue pour sauter. Et après, je pense que vous les connaissez. Donc ma vidéo cache le nom du poisson, je suis désolée, c'est Alticus alonum. Et ici, en fait, c'est les poissons volants que vous avez dû sûrement, je pense, voir. Donc, je ne sais pas si vous les avez déjà rencontrés en personne, mais ils sont assez fascinants, ceux-là. Donc, moi, j'ai fait un voyage à Taïwan. J'ai fait le tour de l'île de Taïwan en vélo. Et en fait, c'est des poissons fascinants qu'on trouve énormément à Taïwan. Mais il y en a beaucoup dans le Pacifique et plein de... Et en fait, ils sont fascinants parce que, pour le coup, ils continuent à battre leur queue pour se mouvoir. Mais ils utilisent, vous voyez, ici, on voit, c'est les nageoires pectorales qu'ils ont transformées en fait en ailes et ils planent avec leurs nageoires pectorales. Donc, ce qui est vraiment... donc, je suis allée il n'y a pas longtemps dans le golfe d'Oman et on les trouve aussi dans le golfe d'Oman. C'est super. C'est une espèce différente, ils sont plus petits. Mais pour le coup, ils sont vraiment intéressants parce qu'on les voit sortir quand ils se font chasser en fait sous l'eau. Parce que vous voyez ici, là, ils se font chasser. Et puis après, ce qui est terrifiant, c'est qu'ils sont... En fait, quand ils sont dans l'air, ils sont confrontés à un autre prédateur qui donc est l'oiseau. Voilà. Et c'est vrai que ce qui est assez marrant, c'est que du coup, ils ont trouvé cette façon d'échapper aux prédateurs marins, qui est de réussir à se propulser dans l'air et juste à utiliser les nageoires pectorales pour planer. Et par contre, effectivement, on le voit, ils sont capables de vraiment se faire chasser dans les deux milieux. Et effectivement, ce qui est assez marrant, voilà, c'est que ça finit pas toujours bien pour le poisson volant, mais ce qui est assez marrant, c'est que c'est toujours la même locomotion, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de battre la queue, en fait, qui permet aux poissons à la base de se mouvoir dans l'eau. Mais par contre, ils utilisent en fait leur nageoire pectorale pour planer en plus. Voilà. Ouais, ils vont carrément pouvoir changer d'orientation. Et après, en fait, on voit qu'ils n'utilisent pas du tout pareil leurs nageoires quand ils sont dans l'eau, en fait. Mais dans l'air, ils arrivent à les utiliser comme des ailes d'avion, en fait, et à déployer vraiment les nageoires pectorales pour qu'elles leur permettent de planer. Donc, c'est vrai que un des rêves que je m'autorise à réaliser encore, c'est que si jamais les financements viennent à cesser dans mon équipe, je me suis toujours dit que j'allais vraiment repartir vers le wild et faire des prises de... Parce qu'en fait, pour le coup, les gens qui font ces films-là, ils ne s'intéressent pas à la locomotion et du coup, on n'a pas les données vraiment cinématiques de la locomotion. Ça m'intéresse carrément d'aller voir en fait comment est-ce qu'ils se comportent vraiment de manière plus quantitative que ce qui a été fait pour la BBC en particulier. Donc là, c'est une autre vidéo où on voit des petits têtards. Donc, je ne sais pas si vous avez aimé les têtards quand vous étiez petit, mais je sais qu'il y a plein d'enfants. Moi, j'étais un enfant qui adorait les têtards quand j'étais petite et c'est assez fascinant. Il n'y a pas très longtemps, j'en ai fait aussi grandir chez moi, mais c'est vraiment fascinant parce qu'on voit leurs petites pattes qui sortent et très, très vite, en fait, ils vont perdre leur queue. Mais quand ils sont donc à ce stade-là, ils utilisent entièrement la queue pour se mouvoir. Et après, finalement, avoir commencé à développer leurs pattes, ouais, ici, ils vont graduellement perdre la queue et utiliser après plus que leurs pattes pour pouvoir se mouvoir et sauter. Et donc ça, c'est quand même la démonstration en fait que le circuit qui se met en place, il est au départ un circuit qui permet l'ondulation en fait, d'une queue et qu'au fur et à mesure, en fait, on évolue et on réussit à réattribuer le circuit pour aller contrôler finalement les muscles flexeurs et extenseurs qui contrôlent les membres. Donc, moi, je trouve ça particulièrement fascinant et on le voit de plus en plus avec les résultats qu'il y a aussi chez la souris, où en fait, chez la souris où ça a été étudié, parce que chez l'homme c'est un peu plus compliqué, quand on fait des enregistrements et qu'on va aller regarder l'activité des réseaux de neurones dans la zone lombaire en fait, qui est la zone qui contrôle l'activité des pattes arrière, ben on voit en fait cette vague d'activation qui est exactement ce qu'on voit au niveau des réseaux neuronaux, où en fait l'activation est initiée au niveau
de la tête rostrale, et après elle se propage au niveau caudal. Et c'est par cette activation en fait des réseaux neuronaux qui va de la tête vers la queue que l'animal va avoir une onde de contraction en fait des muscles qui permet en fait de se propulser et d'aller vers l'avant. Donc il y a un couplage en fait entre la vitesse avec laquelle se propage l'onde le long du corps, le long de la queue, et puis la fréquence à laquelle l'animal va battre sa queue. Et plus l'animal va vite, plus il va battre vite la queue, et du coup plus court va être la durée de propagation de l'activité de la tête vers la queue. Et donc ça, c'est vrai pour un paquet d'animaux comme ça qui ont une onde qui se propage le long du corps. Donc ici, on le voit après sur un film qui est vraiment sympa, on voit la métamorphose. Donc ça, c'est une des questions pareilles qu'on n'étudie pas dans l'équipe, mais moi je trouve vraiment fascinante. Et avec le développement de méthodes génétiques pour aller maintenant pouvoir faire des animaux modèles, organismes génétiquement modifiés dans pas mal d'espèces, on peut vraiment commencer, je pense, à revisiter ce qui se passe en fait chez les amphibiens, parce que on a un modèle où justement on passe de la locomotion, là on voit plusieurs types de métamorphoses sur d'autres espèces, mais on a un modèle en fait avec en particulier le xénope, où on va vraiment d'un animal qui se meut uniquement au départ en utilisant sa queue, et puis après, une fois qu'il a développé les membres, qui va faire dégénérer la queue et qui va se mouvoir uniquement avec les 4 membres. Donc c'est vrai qu'il y a un modèle qui est vraiment intéressant pour aller comprendre comment les circuits neuronaux se forment au départ pour faire l'unité de base qui va permettre la locomotion, la nage, et comment est-ce qu'après ça évolue pour pouvoir contrôler des membres. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire quand, maintenant c'était il y a environ, ouais, ça fait déjà 12 ans je pense, j'étais en postdoc et je travaillais chez l'homme sur l'olfaction, et je me suis rendu compte que même si l'homme est complètement sous-étudié et qu'il y a plein de questions super intéressantes à poser chez l'homme, il y avait un problème juste un peu de satisfaction pour moi, parce qu'on ne peut pas vraiment manipuler beaucoup l'homme. Et en l'occurrence, si on aime comprendre comment les circuits neuronaux sont recrutés, on n'a pas beaucoup de méthodes. L'imagerie fonctionnelle, elle ne permet pas en fait de résoudre, d'avoir l'échelle cellulaire. Et du coup, on est confronté à des méthodes un petit peu indirectes pour aller comprendre comment les réseaux de neurones sont recrutés. Et du coup, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un petit modèle qui était fascinant pour aller étudier le comportement et les circuits qui sous-tendent le comportement, qui est le poisson zèbre. Et donc, ce petit poisson, il a été trouvé dans le Gange et différentes rivières du Népal et de l'Inde. Et la raison pour laquelle les gens se sont vraiment épris un peu du modèle, c'est qu'il fait son développement dans l'œuf que vous voyez ici, et il le fait très vite et en restant transparent pendant toutes les étapes du début du développement, du stade embryonnaire et à la suite larvaire. Et du coup, en fait, ici, vous voyez un time-lapse qui représente en fait 24 heures de développement de l'embryon du poisson zèbre. Et là, en fait, on a les somites qui commencent à se construire le long de la queue. Ici, on a la tête avec les yeux, et puis la réserve du vitellus qui est donné par la mère et qui lui permet de se développer sans avoir besoin de se nourrir avant 5 jours. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il est en train de former sa queue ici, et il a les premiers mouvements qui apparaissent vers 20 heures. Et on voit ces muscles ici où il y a chaque somite est représenté là. Et vous voyez qu'à 24 heures, qui est la fin du film, en fait, il est capable de faire ses premières contractions, en fait, qui sont un peu similaires à ce qu'on a chez l'embryon dans le ventre aussi, qui va se contracter et se mouvoir bien avant d'avoir à vraiment devoir se mouvoir. Ce qui est super avec cette espèce-là, c'est qu'à 5 jours, on a des petites larves qui sont représentées ici, où j'ai un étudiant qui avait une formation, donc en fait mon premier étudiant en thèse, qui a une formation en informatique, qui avait fait l'école Frontières du Vivant, qui était motivé pour essayer de suivre le mouvement de ces animaux et l'analyser de manière quantitative. Donc reprendre un petit peu ce qu'on a vu avec Étienne Jules Marais, mais le faire de manière plus systématique. Et donc ce qu'on a développé, c'est un algorithme qui s'appelle ZebraZoom, où on va en fait mettre plusieurs animaux dans une boîte de pétri. Maintenant, on le fait avec plein de boîtes de pétri en même temps. On en regarde beaucoup plus que 7 à la fois. On en regarde facilement 70. Et ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre en fait et on détecte la position de la tête et on met des petits points le long de la queue pour aller détecter jusqu'aux pointes de la queue.
ce qu'a fait Olivier Mira, c'était de justement réussir à séparer les animaux pour pas les confondre et réussir à garder leur identité, même sur des enregistrements très longs. Et puis, on a décrit ensemble, finalement, pour la première fois, quelles étaient les caractéristiques cinématiques du mouvement, parce que ça avait été fait que sur des vidéos où les gens avaient regardé, en les passant au ralenti, quel était le mouvement et avaient décrit, en fait, sur des n égale 2 ou 3, comment le mouvement se faisait chez la larve de poisson zèbre. Et alors, du coup, donc on a commencé à faire ça. En fait, j'avais commencé pendant mon postdoc, mais on l'a étendu avec l'approche d'Olivier. Et ce qui était vraiment fascinant, c'est que comme c'est un modèle qui se développe très vite et qui coûte pas très cher, parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir des aquariums avec plein de poissons que des souris dans des cages, en fait, on peut vraiment réussir à générer une multitude de mutants ou bien d'animaux transgéniques où on va juste silencer ou modifier une partie du circuit et regarder les conséquences sur la cinématique du mouvement. Donc pour nous, ça a vraiment révolutionné notre approche parce que du coup, on a commencé par exemple à répondre à des questions comme maintenant, si jamais je cible génétiquement juste les neurones qui sont mécanosensoriels et qui assurent la proprioception, c'est-à-dire la perception de la contraction et la courbure du corps, et que je les rends silencieux, qu'est-ce qui se passe sur la locomotion de l'animal? Et ce qu'on a vu sur cette petite animal-là, c'est que quand on silence le rétrocontrôle sensoriel, et bien, ce qu'on voit, c'est qu'on ralentit énormément le mouvement, en fait. Et quand on a fait cette découverte-là, je suis allée à la Société des neurosciences et j'ai regardé en fait les différentes approches qui étaient faites chez plein d'espèces et je me suis rendu compte qu'une des observations que les gens avaient même pas pensé qui était utile de faire, c'est que justement quand ils prenaient un animal comme un invertébré, un crabe ou bien une lamproie, une souris ou quoi, et qu'ils allaient faire une dissection et qu'ils allaient regarder comment est-ce que les réseaux de neurones dans un in vitro, dans une boîte de pétri, on a mis des électrodes, comment est-ce qu'ils se comportaient par rapport à la locomotion active. L'effet majeur, en fait, c'est que quand on enlève le feedback sensoriel et qu'on regarde la préparation, la locomotion est très similaire en termes de motifs, mais par contre, elle est 10 fois plus lente. Et ça, c'est vrai pour tous les modèles animaux dans lesquels ça a été regardé. Donc, le rétrocontrôle sensoriel, en fait, une des propriétés un peu générales qu'on a découvertes, c'est que ce rétrocontrôle sensoriel, que ce soit des neurones qui soient inhibiteurs ou excitateurs dans le circuit, il permet d'accélérer le mouvement. Il ne fait pas que ça, hein, il va permettre aussi d'ajuster en particulier le mouvement à l'environnement. Et si jamais on regarde des animaux qui rampent, ou bien nous, avec une surface glissante, on voit tout de suite qu'on intègre l'information mécanosensorielle pour ajuster quand on est en train de tomber. Mais chez un animal qui est super simple comme celui-là, qui se déplace principalement en 2D, quand on silence le rétrocontrôle sensoriel, en fait, on ralentit le mouvement et l'animal va se mouvoir beaucoup moins vite, en fait, en faisant des mouvements moins amples. Est-ce que si on prend deux individus de même taille, même poids, même corpulence, celui qui court plus vite, ça veut dire qu'il a plus de... Enfin, je ne sais pas exactement le terme, contrôle rétrosensoriel. Est-ce que c'est un lien avec ça ou c'est... Alors en fait, c'est difficile de répondre à cette question parce que pour le coup, on n'a pas la réponse chez l'homme, mais ce qu'on peut dire, c'est que maintenant, dans les circuits du rétrocontrôle sensoriel, on sait qu'il y a un gène qui est très très important, qui a été découvert par un Français qui s'appelle Bertrand Coste, qui a à peu près mon âge, qui a eu un poste en même temps que moi, et qui est à Marseille, et il travaillait dans le laboratoire de Erdem Patapoutian en Californie. Et il faisait un screen pour chercher des canaux et des récepteurs qui vont être mécanosensoriels. Et à cette époque-là, donc c'était en 2005-2006, il n'y avait pas on ne connaissait absolument aucun... Enfin, on ne savait pas quel était le récepteur de la mécanoception. Donc, ni dans les oreilles d'ailleurs, c'est pas le même, mais ni dans les voies proprioceptives. Et il a décidé de faire un screen qui était du coup de juste utiliser une lignée cellulaire qui était mécanosensorielle et après d'invalider un gène après l'autre et de voir s'il gardait ou pas la conductance. Il a fait 70 candidats, il n'avait rien trouvé, puis il s'est dit je vais quand même continuer. Il a eu la persévérance d'aller plus loin. Et je crois que c'était vers la cible 72, il a eu enfin un résultat où il n'y avait plus du tout de réponse mécanosensorielle. Et grâce à ça, il a découvert un gène qui s'appelle piezo, qui en fait est une famille de 2 gènes, piezo 1, piezo 2, qui sont présents dans pratiquement tous les tissus qui vont montrer de la mécanoception, donc dans ces cellules sensorielles qui sont périphériques et qui vont permettre à la moelle épinière d'avoir une information sur les retours sensoriels qui soient du toucher ou de la contraction musculaire avec les Golgi et les tendons. Donc il y a vraiment une
une information qui est critique, qui est détectée par ces canaux-là. Et ce qu'on sait, c'est que chez l'homme, il y a des mutations en fait dans les piézos qui conduisent en particulier à ne pas avoir une information proprioceptive très importante. Et ces gens-là, ils ont compensé intégralement avec le système visuel. Donc du coup, quand ils sont dans un environnement où ils voient très bien, ils vont être capables de se mouvoir de manière tout à fait normale. Mais par contre, si on leur bande les yeux, où il n'y a plus du coup d'information visuelle, là en fait, ils se mettent à se mouvoir très très lentement et ils sont plus du tout capables de performer la locomotion de manière rapide. Donc ça va dans la même direction que ce qu'on a trouvé avec la petite larve de poisson zèbre en fait. Mais après, il y a plein de paramètres qui contrôlent la vitesse. Donc du coup, de le ramener juste à ça, ça serait trop simple. C'est juste que c'est un des paramètres et c'est une des voies qui n'avait pas été vraiment étudiée parce qu'elle était très difficile à étudier en in vitro. Il fallait avoir un animal in vivo et il fallait pouvoir manipuler les circuits en faisant de la génétique pour aller enlever soit un canal comme le piezo ou bien enlever des neurones spécifiques qui sont proprioceptifs. Donc du coup, ouais, nous, on est vraiment intéressés par ce contrôle basique du mouvement et la larve de poisson zèbre, elle arrive à faire des mouvements qui sont assez sophistiqués. Donc ça, c'est le plus sophistiqué qu'elle fait à 5 jours, qui est en fait la capture de proie, où le film que je vous montre, c'est la petite larve de poisson zèbre qui fait 4 mm à ce stade. Et elle est dans un bain de paramécie. Les paramécies, elles avancent de manière assez rectiligne, vous voyez. Et ce que va faire la larve de poisson zèbre à 5 jours, ce qui est quand même assez hallucinant. Donc j'adore le faire avec les enfants à l'école, parce que quand je demande à des enfants à l'école, même en CE2, hein, quand on leur demande mais à quel âge est-ce que vous avez appris à marcher, à trouver de la nourriture par vous-même, en fait on a des réponses super marrantes. Les enfants oublient qu'ils ont mis tant de temps à apprendre en fait. Mais pour le coup, la larve de poisson zèbre, c'est un animal qui est, quand on revient à notre discussion de préambule sur l'intelligence, en fait c'est un animal hyper intelligent parce que du coup, en 5 jours, elle s'est développée avec le développement des 24 heures que je vous ai montré et elle doit réussir principalement par des informations visuelles à voir la petite proie qu'elle peut gober, la suivre, donc elle la reconnaît là, elle la suit, elle s'aligne, elle sait qu'elle avance droit et réussir à faire la capture de proie qui est donc cette séquence où elle fait ce qu'on appelle un virage en J, où en fait elle est capable de se réaligner avec la petite proie. Après elle avance tout droit et quand elle est dans l'axe, elle va faire on appelle ça une nage de capture où elle va faire converger les yeux, elle se met à loucher en fait, ouvrir la bouche et aller prendre sa proie. Si elle ne fait pas ça, pour le coup, elle meurt à 10 jours. C'est-à-dire qu'un animal qui n'est pas capable de se nourrir va mourir à 10 jours. Donc en fait, la pression évolutive pour réussir à faire ça est immense. Et du coup, c'est pour ça que la larve de poisson zèbre est hyper bonne à faire ça. Donc là, du coup, on a mis une larve un peu plus âgée, qui l'avait déjà fait pas mal de fois, avec beaucoup de paramécie, et vous allez voir qu'elle va être capable de justement, du coup, tout manger. Donc, elles sont vraiment super efficaces. Et une des directions, moi, qui m'intéresse beaucoup pour les 5 prochaines années d'une partie de l'équipe qui travaille encore sur ces sujets de la locomotion, c'est vraiment d'aller vers Enfin, moi, je suis assez fascinée par Quelque part, ça ramène un peu à la motivation. C'est d'aller comprendre en fait qu'est-ce qui conditionne le fait qu'on soit capable et très motivé pour aller se mouvoir. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué ça chez vous ou autour de vous, mais c'est vrai qu'en fonction de ce que vous avez mangé, en fonction de votre état circadien, vous n'allez pas du tout vous mouvoir de la même façon. Donc si je prends par exemple comme cobaye mon mari, en fait, quand il est turc, quand on s'est mariés, sa grand-mère m'a dit l'amour d'un homme ne tient qu'à son estomac et si tu veux être heureuse avec lui, il va falloir que tu apprennes les recettes turques. Et elle m'a dit ça comme ça et je me suis dit waouh, c'est vraiment bizarre. Mais pour le coup, après j'ai vu que, par exemple, c'est vrai pour lui et toute sa famille, sincèrement, mais je pense que c'est plutôt un truc génétique que culturel, c'est que pour le coup, quand mon mari a faim, il va vraiment être très, très agité et il va pas exactement faire la nage du poisson zèbre quand elle va chercher le... Mais c'est vrai qu'on va voir un peu quand même cette même frénésie, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pour le coup, quand après on est repu, et ça je pense que c'est vrai pour tout le monde, l'agitation quand on a faim, je ne suis pas sûre que c'est vrai pour tout le monde, mais c'est vrai que quand on est repu, il y a vraiment en fait une réaction qui est de juste conserver son énergie pendant qu'on est en train de faire la digestion. Et c'est l'examen typique de... Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà eu un examen, un oral après le déjeuner, mais c'est vrai que vous voyez votre jury après le déjeuner quand vous faites un oral.
c'est une vraie catastrophe, quoi. Il y a une telle énergie juste qui est partie qu'en fait, on n'a pas du tout le même niveau de détection et de capacité à faire des mouvements, même des commentaires. Alors du coup, moi, ce que j'ai trouvé fascinant quand j'ai démarré chez le Poisson Zèbre, c'est que on avait plein d'outils optiques qui venaient par exemple, de cette protéine fluorescente dont je vous ai parlé. Mais à partir de la protéine verte, qui était la GFP, il y a eu plein d'autres protéines qui ont été développées avec des spectres d'absorption différents qui permettaient d'avoir des protéines rouges comme RFP ou bien des protéines jaunes comme YFP et CFP pour le cyan. Et du coup, en fait, ça a permis à Jean Livet, qui est encore un Français qui est parti à l'étranger pour faire son postdoc à Harvard, qui lui a permis en fait de développer cette approche du Brainbow que vous voyez ici dans un poisson Brainbow, où on a en fait un marquage stochastique des neurones de la larve de poisson zèbre qu'on est en train d'imager avec un microscope confocal. Et vous voyez que les différents poissons en fait ont une expression différente des 3 protéines RFP, GFP et CFP. Et du coup, ça permet de repérer leur corps cellulaire. Ils n'ont pas la même couleur en fait quand on les regarde comme ça. Et du coup, ce que vous voyez, c'est qu'avec juste un microscope optique qui est là, un confocal, on réussit à aller finalement dans le cerveau de l'animal et à identifier des neurones qui sont très similaires d'un animal à l'autre. Donc on peut vraiment assez facilement, beaucoup plus facilement que chez la souris, revenir sur le cerveau d'un animal à l'autre et aller identifier des... Donc ça ne va pas être aussi stéréotypé que par exemple chez le ver, c'est élégance ou bien chez la drosophile, mais c'est suffisamment stéréotypé pour qu'on retrouve des groupes de quelques neurones. Donc il y en a certains qui sont très conservés, qu'on retrouvera toujours. La plupart, ils ont une redondance, mais qui est assez faible en fait. On va facilement retrouver à quelques neurones près. Donc là, c'est un film qui est pris maintenant par Mike Orger de Champollion et qui a été pris avec une technique qui permet d'aller un peu plus profond, qui s'appelle la microscopie à 2 photons, où on utilise en fait le fait que 2 photons infrarouges vont être absorbés par ces mêmes protéines. Donc là, on a un dérivé de la GFP qui s'appelle la GCAMP, qui est un senseur du calcium, qui est exclu du noyau. C'est pour ça qu'on a tous ces donuts. Il est présent uniquement dans le cytoplasme qui entoure le noyau. Et grâce à la microscopie à 2 photons, comme ça, on peut pénétrer maintenant dans vraiment toutes les couches, y compris les couches les plus ventrales du cerveau, et aller étudier donc l'activité du cerveau pendant par exemple la perception d'informations sensorielles ou bien le déclenchement d'activités locomotrices. Donc dans mon équipe, on a pas mal utilisé ces méthodes-là pour aller sonder finalement l'activité pendant la locomotion, avec une étude où on s'est beaucoup intéressé au tronc cérébral dont je vous avais parlé, qui est là, et qui permet de contrôler le mouvement et l'activité des neurones de la moelle épinière. Et ici, on est en train de zoomer sur une zone qui est le tectum chez le poisson, qui est en fait l'équivalent du colliculus supérieur chez nous. Et on arrive à voir comme ça, vous voyez, les cellules uniques. Il y a un projet qu'on avait fait avec un étudiant médecin dans l'équipe qui s'appelle Steven Knafo, qui était basé sur une autre protéine qui est liée à la GFP, en fait, mais qui s'appelle l'écorine. C'est une protéine qui est trouvée dans la même espèce de méduse que la GFP, mais cette écorine, en fait, elle va être capable de réagir avec un cofacteur qui s'appelle la célanthérosine. Elle va pouvoir réagir à la présence de calcium dans le milieu et émettre elle-même des photons. Donc quand le calcium augmente, le cofacteur lie le calcium et ça change la conformation de l'écorine par rapport à la GFP et ça permet en fait de faire un transfert du photon bleu qui est émis par l'écorine dans la GFP et par ce transfert, on appelle CRET, qui est la chémoluminescence par résonance de transfert, on a l'émission d'un photon vert en fait. Donc là, on n'a pas besoin d'un laser pour aller activer le senseur. On va regarder juste ce qui est émis au niveau du poisson. Et du coup, ici, on a fait des manips avec Steven où on regarde comment est-ce que des neurones sont recrutés dans l'animal en fonction
de différentes conditions, si l'animal est en train de se mouvoir, si on le paralyse, s'il est paralysé génétiquement, etc. Et comme ça, on a pu établir à quoi servait le rétrocontrôle. Donc, on a la petite larve de poisson zèbre qui est donc coincée dans la gare ici au niveau de la tête. On enregistre en bleu le mouvement qui est l'angle de la queue au cours du temps. Et puis en vert, ici, on a le signal de bioluminescence qu'on détecte par un PMT en dessous de l'animal. Et en fait, ça nous a permis de faire des manips qu'on ne pouvait pas faire avant. On peut regarder comment les neurones sont finalement recrutés pendant le mouvement lui-même et du coup, réussir à enregistrer l'activité pendant le mouvement. Donc, on a une autre technique qu'on a développée, en fait, que j'ai développée pendant mon postdoc et qu'on a continué à développer dans l'équipe, qui est d'aller utiliser donc l'optogénétique, c'est-à-dire qu'on utilise des méthodes optiques pour aller contrôler l'activité de neurones. Et elles sont génétiques parce qu'on va cibler les neurones avec la génétique pour qu'ils expriment l'opsine en question. Donc ces petits êtres unicellulaires qu'on a vus tout à l'heure, en fait, ils ont plusieurs donc flagelles qu'on voit ici. Et en particulier Chlamydomonas, qui est représentée ici, elle a les flagelles assurent la locomotion et elle a une détection de la lumière qui lui permet de s'orienter par rapport à la lumière. Et elle exprime pour détecter la lumière deux opsines qui s'appellent chalaerodopsine 1 et 2. C'est pas très original. Et ce qui a été finalement un grand débat et le sujet d'une grande polémique dans le domaine de la biophysique, c'est que dans notre œil, vous savez, on a des opsines qui sont des récepteurs qui vont détecter des photons avec une sensibilité très très basse, parce qu'à partir d'un photon, ils peuvent amplifier le signal en utilisant en fait ce qu'on appelle des récepteurs couplés aux protéines G. Donc il va y avoir une cascade qui amplifie le signal à partir d'un seul photon. Les biophysiciens qui ont travaillé sur ces opsines chez les Chlamydomonas, ils étaient persuadés qu'ils avaient affaire à un canal, donc à une protéine qui forme un pore dans la membrane et les ions qui vont passer directement. Mais le canal était trop petit pour être enregistré avec la méthode de Sackman et Neher en faisant du patch clamp où on met une électrode et on voit des ouvertures de canaux. Et comme ils étaient trop petits, ils n'avaient aucune manière de vraiment facilement prouver que c'était un canal. Et du coup, tous les gens du domaine, y compris quand moi j'ai commencé à étudier ce point-là il y a 12 ans, les gens du domaine ne croyaient pas que c'était un canal. En fait, ils pensaient que c'était un artefact, ça devait être sûrement une protéine qui était couplée un récepteur couplé aux protéines G. Et donc, il y avait un grand débat dans le domaine. Et la surprise, ça a été en fait de se rendre compte qu'ils avaient raison. Donc, ils ont réussi à l'exprimer dans des couches et à montrer qu'il y avait un courant qui passait quand ils avaient beaucoup de chalaerodopsine qui était présente dans la couche de lipides. Et puis, ils ont réussi à faire des mutations au niveau du pore et à montrer qu'effectivement, si on mutait juste le pore, on n'avait plus de conduction au niveau du canal. Et donc, ce canal, il est intéressant parce que la protéine elle-même est liée au rétinal qui est ici et qui va changer de conformation quand il y a de la lumière bleue qui est amenée sur le complexe. Et du coup, ce changement de conformation va permettre de transformer le canal, de faire le gating du canal et d'ouvrir le canal qui laisse passer des ions cationiques à l'intérieur de la cellule. Donc ça a été une vraie révolution parce que en fait, ça permettait tout d'un coup d'essayer d'utiliser finalement des méthodes optiques, pas uniquement pour aller lire l'activité des neurones dans le cerveau, mais aussi pour aller contrôler l'activité des neurones dans le cerveau. Au niveau thérapeutique, pour la moelle épinière, c'est quand même mal barré avant qu'on ait une application vraiment de ces outils pour amener de la lumière dans la moelle épinière. C'est sûrement le cas aussi pour les parkinsoniens dont on a parlé plus tôt. Mais par contre, ce qui est vraiment intéressant, et là-dessus, il y a des sujets de recherche qui sont vraiment prometteur à l'Institut de la vision en particulier. En fait, on peut l'utiliser dans la rétine, où là, il y a un accès qui est très facile à la lumière, et du coup, on peut venir contrôler les neurones sans problème. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'était plutôt de développer des approches fondamentales pour essayer de comprendre quelles sont les fonctions de différents neurones et comprendre l'organisation des circuits de la moelle épinière et des circuits moteurs dans le cerveau. Et du coup, ce qu'on a fait, en fait, ce qui a été porté pas mal l'activité de notre équipe, ça a été de cibler en particulier des neurones qui me semblaient vraiment intrigants parce qu'ils avaient une morphologie avec une petite brosse ici qui baigne dans le liquide céphalorachidien, qui est cette soupe qui entoure tout le cerveau et qui rentre dans la moelle épinière au niveau du canal central. Et ils n'avaient pas de dendrites, par contre, ils avaient un axone qui montait dans la moelle épinière et qui avait l'air de projeter sur différentes cibles.
Et je me suis rendu compte que ces neurones étaient en fait conservés chez les vertébrés, qu'on les retrouvait dans toutes les espèces. Ça avait été le travail de 2 anatomistes il y a un siècle, Colmer et Agdur, et que leur fonction n'était pas connue. Et du coup, avec l'équipe, une fois qu'on a commencé à identifier le fait qu'ils pouvaient, quand ils étaient activés de manière massive, déclencher la locomotion de base de l'animal, qui est type exploration, on a commencé à étudier leur fonction. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a découvert différents types de fonctions pour ces neurones. On a découvert qu'ils étaient mécanosensoriels et qu'ils allaient détecter la courbe de la moelle épinière et projeter sur les circuits moteurs pour contrôler justement la vitesse de locomotion et aussi la posture de l'animal quand l'animal est en train de nager. Mais la deuxième direction qui était assez intéressante, c'est que maintenant dans l'équipe, et c'est d'ailleurs lié au sujet d'Alban, de master, en fait, on comprend qu'il y a un lien en fait entre ce système sensoriel et finalement 2 aspects qui sont le développement de l'axe pendant l'embryogenèse. L'axe se forme droit pendant l'embryogenèse et en fait, si on induit des mutations qui vont conduire à des défauts de cils, on va avoir un profil de ce type-là. On appelle ça en anglais un curl down, donc on a modifié l'axe. Et ce profil qui est observé chez tous les mutants qui ont des défauts de fonction ciliaire, il est lié à la fonction de nos petites cellules que je vous ai montré à la slide précédente, qui vont sécréter des peptides qui sont critiques pour que l'axe se fasse droit. Donc c'est le sujet d'Alban. Ouais. On doit rendre la salle à 20h. D'accord, d'accord. Non mais de toute façon, j'ai presque fini. Hein. Non, vous en faites pas. Et du coup, en fait, ce qui est assez fascinant avec cette question de quel est le contrôle, enfin, quel est le rôle du liquide céphalorachidien dans le développement au niveau embryonnaire sur l'axe, mais aussi au niveau de la colonne vertébrale sur les enfants et les adolescents qui sont en pleine croissance, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un lien avec le liquide céphalorachidien à nouveau, et que si on altère la fonctionnalité de cils qui sont autour du liquide céphalorachidien, eh bien, on va changer le flux, en particulier le mouvement de particules, c'est ce qui est représenté dans ce travail ici. En fait, les défauts de cils vont conduire à des défauts de flux dans le ventricule. Et c'est associé, quand c'est induit au stade juvénile, à des scolioses qui sont des torsions de la colonne vertébrale. Et ce qui est intéressant, c'est que le modèle du poisson zèbre, au stade beaucoup plus tardif que ce que je vous ai montré, au stade juvénile, il développe des scolioses qui ne se fait pas du tout aussi facilement chez la souris. Et ce qui rappelle en fait ce qu'on a chez l'homme, quand, en particulier dans des cas de Chiari, qui ont été étudiés par Jean Dubousset à Paris, où une malformation qui va bloquer le flux au niveau du liquide céphalorachidien, au niveau donc rostral, va conduire en fait à des déformations de la colonne qui peuvent être récupérées en opérant et en permettant que le flux se fasse normalement. Donc du coup, dans notre équipe, on a développé avec Yasmine Canto-Bellarif et Olivier Mira, on a développé des techniques différentes pour aller regarder comment le flux se fait in vivo. Donc ici, on a injecté des particules fluorescentes. Dans cette image en dessous, c'est une image de Olivier Touvenin avec Claude Bocara. En fait, on regarde par imagerie intrinsèque, en fait, on regarde le signal qui vient de Optical Coherence Tomography qui nous montre en fait des particules de haute réfraction, typiquement des lipides. Donc on a des vésicules qui sont présentes dans le canal central et on voit qu'elles se déplacent avec des mouvements très similaires à ce qu'on voit dans les trajectoires des particules fluorescentes. Et en faisant ça, en fait, avec Olivier, on a poussé cette approche pour comprendre d'où venait le flux. Et on a identifié qu'en fait, le flux est lié à des cils qui ressemblent vraiment aux cils que je vous ai montrés sur les organismes unicellulaires. Ils ont la même organisation. Et en fait, ils sont orientés vers la queue et ils vont battre uniquement au niveau ventral du canal central et pas au niveau dorsal. Et quand on essaye de modéliser le rôle de ces cils, on a identifié qu'en fait, ces petits cils qui sont présents au niveau juste ventral sont suffisants en fait pour construire un canal. Si on les enlève, en fait, on a un canal qui est tout aplati. Et si on coupe le canal central à 2 bouts en utilisant des méthodes d'ablation optique, on a toujours le même flux qui est lié à ces cils locaux qui permettent de développer le flux, avec en particulier une dynamique bidirectionnelle où le flux va aller dans un sens au niveau ventral et dans l'autre sens au niveau dorsal.
Donc, on a établi, et ça c'est juste, je ne ferai pas le détail, mais beaucoup de collaborations à travers les années, y compris une dernière avec le labo de François Galère à l'EPFL, qui est un labo qui s'intéresse à la dynamique des flux et qui a fait un modèle pour identifier comment est-ce que les flux du liquide céphalorachidien pouvaient se mettre en place grâce en particulier à la motilité des cils et leur polarité. Et maintenant, si on s'est posé la question, donc c'est un travail qui est en cours avec Olivier Tounin, de à quoi peut servir ce flux au stade embryonnaire. Et ce qu'on voit en fait, c'est que ce flux dans le canal central ici, il est critique pour le transport. Donc si on l'inhibe, on bloque le transport de ces particules que je vous ai montrées. Et si on fait une ablation, c'est ce qu'on voit là avec des méthodes optiques à nouveau, pour couper la connexion entre les ventricules ici et le canal central, on va avoir des animaux qui vont être de manière générale plus petits et courbés. Et du coup, on s'intéresse vraiment à comprendre l'origine de la forme, en particulier avec le maître de conférence Pierre-Luc Bardet qui est dans l'équipe et qui a une formation en développement et en génétique. Alors du coup, j'espère que vous garderez de ma présentation l'idée que la larve de poisson zèbre, c'est un modèle vraiment utile pour aller sonder les circuits, en particulier avec des méthodes optiques. Donc là, on regarde juste le cerveau de l'animal et on identifie juste les neurones inhibiteurs qui sont donc GABAergiques dans le cerveau. Et en fait, ce que aussi j'aimerais bien juste peut-être utiliser pour finir, c'est, désolée pour la slide en anglais, mais c'est que si vous, à vos âges, vous êtes en train de chercher vraiment à trouver en fait la voie qui vous motive le plus en vous faisant plaisir au jour le jour, c'est comme ça en fait, je pense que vous allez éventuellement réussir à vous épanouir le plus et à trouver une carrière qui vous intéresse. Donc je pense pas du tout que la méthode de vraiment fonctionner sur l'élitisme ou l'ambition ou le fait d'avoir la reconnaissance sociale soit une méthode qui paye vraiment, en tout cas dans mon domaine, parce que pour le coup, c'est très aléatoire et la façon dont on est jugé pour des grantes, mais surtout par exemple pour des articles, en fait, va dépendre finalement d'éditeurs qui ont eux-mêmes souvent arrêté la science pour se lancer dans une carrière différente. C'est assez important, et c'est ce que je dis beaucoup à mes étudiants, de comprendre qu'en fait, il y a un facteur chance dans toutes les vies et dans toutes les carrières, mais que vous êtes en contrôle de ce facteur chance si vous persistez et que vous utilisez finalement la chance quand elle se présente. Pour vous donner juste un exemple pour finir, ce qui a fait beaucoup ma carrière et ce qui a permis de vraiment faire des contributions importantes, si jamais j'essaie de regarder juste les dernières 12 années de ma vie, ça a été par exemple d'aller par le plus complet des hasards dans une sorte d'événement qui s'appelait Show and Tell, qui était organisé par des étudiants d'MIT, et où les étudiants d'MIT étaient en train de montrer comment est-ce qu'ils démarraient un site qui s'appelle Instructables, où on construit différentes choses pour que les gens puissent se faire eux-mêmes, un micro-ondes, des choses comme ça, ou bien comment est-ce qu'on réussit à faire exploser un œuf dans un micro-ondes, c'était aussi une des caractéristiques du truc. Et puis la dernière personne qui est venue, c'était Ed Boyden, qui est en fait le postdoc qui a trouvé que Chair-Dobson pouvait activer les neurones. Et il est arrivé en fin de leur show and tell, et il avait en face de lui que des ingénieurs qui étaient intéressés par des trucs qui avaient l'air d'être un peu étonnants et absurdes, et ils n'étaient pas du tout intéressés par la biologie. Et il a dit, bah voilà, moi ce que j'ai fait récemment, j'ai compris que ce canal Chair-Dobson avait été identifié chez Chlamydomonas, et j'ai contacté les auteurs pour avoir la construction, et puis je l'ai mis dans des neurones. En fait, je n'ai même pas fait les manips moi-même. J'ai demandé à 2-3 personnes de faire la manip pour moi. Et puis finalement, en n'utilisant que 100 heures de mon temps, j'ai réussi à démontrer qu'en fait, on pouvait activer les neurones avec la lumière. Ça a été le début de l'optogénétique. Et ce qui est marrant, c'est que lui-même, il l'a raconté comme ça, et les gens dans la salle, on n'avait rien à faire. Sauf moi qui étais là, mais waouh, c'est génial si on peut commencer à activer les neurones avec la lumière. Donc ça, c'était 2005. Et je suis allée vers lui, on a parlé, et moi, ça m'a dit, mais il y a quelque chose à faire de super intéressant, en fait. Donc ça, c'était un des premiers virages que j'ai pris en ayant une intuition que c'était vraiment intéressant de partir dans cette direction-là. Et puis la deuxième, c'est qu'on avait fait un screen avec d'autres postdocs pour trouver en faisant en fait inspiré par la drosophile, pour trouver des nouvelles lignées qui allaient cibler des types cellulaires, et on voulait tout comprendre chez l'animal. Et quand on est face à une situation comme ça, qui est souvent une situation qu'on a dans la vie, en fait, on a trop d'options par rapport à ce qu'on peut faire soi, il faut réussir à choisir. Et moi, alors là c'est très personnel, mais j'ai une tendance à essayer d'aller là où les gens ne vont pas.
C'est-à-dire qu'il y a deux façons de faire de la science, mais comme dans plein de domaines créatifs, en fait, on peut soit se dire on va faire le marathon de New York, où on va être 4000 ou 40 000 ou même 100 000 à faire la même course et on va être le meilleur parce qu'on est vraiment super entraîné. Ou bien il y a l'approche un peu alternative qui est de dire moi en fait je crois que je performe mieux si jamais je fais mon truc dans mon coin mais que je vais chercher une question intéressante que personne ne regarde. Et du coup c'est plutôt, l'analogie serait plutôt le touriste japonais en fait qui part dans un coin où personne ne regarde et quand il est tranquille sort sa petite ombrelle et puis tout le monde vient à lui pour écouter ce qui se passe. Et c'est vrai que personnellement, alors c'est très, il y a plein de femmes dans la salle, mais du coup j'en profite. Mais c'est vrai que moi je trouve que c'est un truc qui me convient bien aussi en tant que femme, parce que du coup on n'est pas en rivalité et dans le stress de faire une compétition pour un marathon de New York avec des gens qui font exactement la même chose que nous, mais en même temps. Et puis là il y a le facteur chance qu'il risque d'y arriver un peu plus tôt. Ce qui est assez agréable quand on est dans un univers qui est pas mal quand même dominé par les hommes, c'est d'être, en tout cas d'avoir un peu un terrain de jeu et de trouver sa niche. Mais c'est vrai aussi pour les hommes. C'est quand même beaucoup moins de stress de trouver son chemin. Et après, la tâche qui devient importante, c'est de réussir à communiquer sur le fait que, donc quand on a fait ce screen et qu'on cherchait toutes les cellules qui pouvaient être importantes chez le poisson, moi, je me suis focalisée sur ces petites cellules qui avaient une petite allure de brosse à dents, parce que je me suis dit, mais en fait, personne ne sait ce que ça fait. Et finalement, quand on regarde la littérature d'il y a un siècle, on se rend compte que les anatomistes les ont décrites dans plus de 100 espèces vertébrées. Donc, il y a vraiment une fonction à ces cellules, quoi. Et cette intuition, elle a permis, avec beaucoup de conviction pour réussir à y croire, à se motiver soi-même et puis les autres, à ce qu'on découvre qu'en fait, c'était un nouveau moyen de contrôler, de détecter la posture et la courbure de la moelle épinière, de moduler la locomotion et la posture, et que ça avait un rôle, en fait, dans des fonctions globales dont je vous ai parlé, de la scoliose et de la formation de l'axe chez l'embryon, mais aussi de détection de pathogènes et d'implication dans la réponse inflammatoire et la méningite, qui est un travail qu'on est en train de finir en ce moment. Donc c'est vrai que ça nous a permis de vraiment étendre à partir d'une approche super focalisée, qui n'était pas du tout ma tendance naturelle, je me suis vraiment fait violence, mais de vraiment réussir à ouvrir et d'aller étendre finalement à plein de questions différentes. Donc du coup, mon vrai conseil, c'est vraiment en fait de chercher ce qui vous plaît. Parce que si vous vous faites plaisir au jour le jour et que vous êtes vraiment dans une logique de vous faire plaisir, pour le coup, vous allez vraiment vous dépasser et vous allez faire énormément mieux et de manière beaucoup plus originale que si vous vous mettez dans une logique de carrière où vous faites plutôt ce qui vous semble prometteur parce qu'on vous l'a dit, quoi. Donc du coup, c'est vraiment, à mon avis, le grand conseil que j'ai à donner, c'est vraiment d'essayer de trouver finalement la solution dans ce que vous voulez faire par en fait le fait de vous faire plaisir au jour le jour. Ce qui a l'avantage de ne pas se retrouver à un âge avancé à se rendre compte de finalement, je ne me fais pas du tout plaisir à faire ce que je fais le jour le jour. Donc je crois que si vous faites ça, c'est vraiment le conseil le plus général. Après, moi, je suis très contente de fournir des conseils à différents stades de la carrière si vous êtes en biologie, et en particulier de vous orienter si vous avez des questions sur comment choisir le postdoc, comment choisir l'endroit où on veut revenir, comment est-ce qu'on cherche à construire sa carrière dans le long terme. Il y a plein de questions pratiques auxquelles je serais contente de répondre si vous avez des points particuliers que vous voulez aborder. Et puis, je pense qu'après, personnellement, je pense que c'est assez important de lutter contre le fait qu'il y a un aspect aléatoire à ce qu'on fait par vraiment trouver et sentir, vraiment essayer de capitaliser sur sa chance quand elle vient, et de aussi s'entourer de gens qui vont vous faire grandir, mais à la fois au niveau intellectuel, mais aussi au niveau humain. Et c'est là où je pense que d'avoir des mentors, comme moi, j'ai eu Philippe Achard qui était à l'école normale, par exemple, de l'autre côté, qui a enseigné, qui nous a appris les bases de la perception, par exemple. C'était un cours magique, quoi. C'était vraiment comme avoir un mini Einstein qui nous enseigne. Et c'est vrai que je pense que d'avoir des mentors qui vous suivent et de savoir s'entourer, d'être guidé par des gens auxquels finalement vous n'avez pas juste une relation professionnelle, mais vous trouvez qu'il y a aussi quelque chose à creuser au niveau humain, c'est vrai que ça rend les choses beaucoup plus intéressantes et ça donne aussi envie de se dépasser, quoi. Voilà, donc j'ai mis les noms des gens qui ont fait le travail que j'ai présenté en restant très général. Et si vous avez des questions très spécifiques, ça me ferait plaisir d'y répondre si on a le temps avec la salle.
Quand vous parliez de détection immune au niveau des cellules qui détectent la courbure, ça veut dire quoi? En fait, on s'est rendu compte, mais c'est un travail qu'on est en train de, on espère soumettre avant la fin du mois là. On s'est rendu compte en fait que ces petites cellules sensorielles, elles avaient des récepteurs au goût qu'on trouve aussi dans notre langue en fait, qui vont goûter en particulier l'amertume. Donc quand vous goûtez une solution amère, elles vont être. Et du coup, en fait, l'idée a grandi en moi qu'il y avait possiblement dans ce système qu'on avait démontré être mécanosensoriel aussi peut-être un système interoceptif, donc qui détecte l'intérieur du corps, mais qui va goûter l'intérieur du corps, qui est le liquide céphalorachidien. Et plus les années ont passé quand on a démarré l'équipe, plus il y a eu des arguments qui est dans ce sens-là, parce que elles contrôlent la posture, ces cellules, et elles sont très très denses au niveau cervical quand on a regardé chez le macaque et chez la souris. Et il se trouve que quand on a une méningite et qu'on a des pathogènes qui rentrent dans le liquide céphalorachidien, on va avoir un des critères qui est de détection de la méningite, qui est la raideur méningée, où le cou devient très très rigide. Et donc j'ai commencé à me dire, mais il y a quand même peut-être une piste vers ce lien entre ces cellules sensorielles qui répondent au goût amer et qui pourraient être impliquées dans le contrôle de la posture, possiblement aussi la crispation qui est liée à la raideur méningée. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire, il y a une expérience qui serait vraiment intéressante, qui serait d'essayer de modéliser la méningite chez le petit poisson zèbre en injectant de la bactérie dans le liquide céphalorachidien, permettre aux bactéries de proliférer et d'aller voir si ces cellules y répondent. Et du coup, quand j'ai eu 40 ans, j'avais vraiment envie de refaire des manips, j'ai proposé à un laboratoire de microbiologie à Amsterdam de nous héberger avec un postdoc de mon équipe qui s'appelle Andrew Prendergast pour qu'on aille injecter la bactérie dans le poisson zèbre et qu'on voit si on peut déclencher une méningite et puis voir une réponse de ces cellules. Et la grosse surprise, c'est qu'on a une réponse massive d'une sous-population de ces cellules qui se mettent à faire des activités calciques qu'on n'a jamais vues avant, qui durent des dizaines de secondes et qui vont atteindre 1000%. Et du coup, c'était vraiment intriguant. Et donc, on a fait des manips l'été dernier où on a maintenant silencé avec la génétique soit la sortie de ces cellules en bloquant leur libération de neurotransmetteurs et de peptides pour qu'elles soient incapables de communiquer, de libérer des facteurs, soit on a juste fait une ablation génétique. Et dans les deux cas, en fait, on a vu que quand on faisait ça, on diminuait la survie des larves de poisson zèbre qui avaient été infectées par le pathogène. Donc maintenant, on est en train j'ai présenté ce travail à des microbiologistes en allant à des conférences d'immunité innée. Ils étaient super intéressés parce qu'ils n'avaient jamais pensé qu'il y avait un lien que les neurones pourraient détecter des pathogènes. Et du coup, on est en train d'écrire le papier pour effectivement Donc les gens aiment beaucoup l'idée. Maintenant, on va voir comment est-ce que le papier est reçu quand on le soumet. Donc, c'est vraiment une nouvelle voie, un peu comme la voie que Alban poursuit, où on regarde maintenant des questions de courbure et comment les tissus qui sont les muscles et les cellules, les ostéoblastes qui vont faire les os, sont modulés par la libération de peptides par ces petites cellules. Et c'est vrai que ça nous a emmenés vers des aspects complètement inattendus de la physiologie, en fait. Donc ça, c'est assez marrant, je pense, de se laisser guider, quoi. Après, on arrive des fois vers des jungles où on se dit, waouh, là, ça commence vraiment à devenir compliqué. L'immunité innée, c'est 110 récepteurs pour détecter des pathogènes. Donc ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, on va peut-être partir sur juste être vraiment le touriste japonais qui ouvre son parapluie. Et je suis pas sûre qu'on va rester en face de la cascade non plus, quoi. Peut-être pas trop se mouiller, mais c'est vrai que c'est assez marrant de faire de la science comme ça, parce que du coup, ça reste toujours différent, quoi. C'est ce qui permet vraiment de s'amuser, en fait, je pense. D'être interdisciplinaire et s'ouvrir à d'autres questions. Ok, merci.